Oui, oui, de ce point de vue-là, justement, dans le cadre de mon terrain, j'ai passé une semaine dans le nord du Chili, où on trouve notamment pas mal de mines de cuivre, et notamment la mine de Chuquicamata, qui est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, et dans laquelle l'extraction augmente de manière significative ces dernières années, justement pour répondre à la demande croissante de cuivre de la part d'un certain nombre de pays occidentaux, parce que le cuivre est notamment nécessaire pour le développement des véhicules électriques ou d'autres technologies vertes, mais parce qu'on a besoin basiquement de cuivre pour concevoir les câbles qui permettent de recharger les voitures électriques. Et si je parle de cet exemple-là, c'est parce que il y a notamment l'entreprise Engie qui est très présente dans ce territoire-là, qui a installé notamment des centrales électriques qui permettent d'alimenter en électricité ces mines de cuivre pour assurer justement un approvisionnement suffisant de la France en cuivre. Donc oui, il y a des intérêts très marqués Des, de ce point de vue-là. des centrales électriques à charbon, À charbon. j'imagine. C'est un peu le paradoxe. Il y a un double discours quand même, parce que C'est très paradoxal. En tout cas, les différents gouvernements latino-américains à l'heure actuelle essaient surtout en fait de développer des stratégies qui visent à favoriser le transfert de technologies en fait, en gros, d'entreprises occidentales qui vont s'installer dans l'exploitation de ces ressources-là. L'idée, c'est en tout cas au Chili, par exemple, il y a eu une tentative euh, bon, là c'est plus par rapport au lithium, mais il y a une tentative de création d'une entreprise publique du lithium, par exemple, pour essayer de favoriser en tout cas des coopérations entre entreprises privées qui sont déjà présentes sur place et l'État pour à la fois, enfin, en tout cas, augmenter la participation de l'État dans les modalités de gestion de ces ressources-là, mais aussi favoriser des transferts de technologies de ces entreprises privées vers l'État. En Bolivie aussi, il y a eu ce processus qui a été, en tout cas dans le secteur du lithium aussi, ce processus a été pas mal développé par le gouvernement d'Evo Morales qui en fait n'acceptait l'installation d'entreprises privées qu'à condition que ça permette aussi un transfert de technologie. Et puis après, il y a aussi tout un discours qui est porté par certains gouvernements qui vise à finalement mettre en lumière la responsabilité des pays du Nord dans la dépendance des États du Sud vis-à-vis de l'extraction de ces ressources. Et l'idée, c'est que, c'est notamment un discours qui avait été porté par, je parle un peu qui a été porté par Correa, par exemple, dans le cadre de l'initiative Yasuni, qui visait à laisser sous terre une partie des ressources pétrolières qui était présente dans la réserve naturelle donc, du Yasuni qui se trouve dans l'Amazonie. C'est aussi un discours qui a été repris par Lula suite à son arrivée au pouvoir, qui en gros consiste à dire que pour que les États du Sud puissent sortir de leur dépendance à l'extraction de ressources qui ont des conséquences environnementales et sociales significatives, il faut que les pays du Nord contribuent financièrement. Oui, oui, notamment, c'est vrai que c'est le discours qui est un peu porté par Lula, c'est l'idée de dire que finalement l'Amazonie n'est pas qu'un enjeu national, mais finalement c'est un enjeu qui est international qui concerne voilà, l'ensemble de la planète. Et puis c'est aussi un discours qui est porté par une partie des mouvements anti-extractivistes. Enfin, j'avais notamment vu ça en Équateur, notamment, où une partie des mouvements indigènes qui s'opposent à l'extraction des ressources pétrolières expliquent que finalement, ils s'y opposent notamment parce que ça contrevient à leur conception de la relation que l'homme doit entretenir avec la nature, mais aussi parce que ils expliquent que c'est un bien commun de l'humanité. Enfin, ce discours revient assez régulièrement. Ça dépend des pays. Il y a des pays dans lesquels c'est vrai que c'est un peu ce débat-là. En Bolivie, ce qui est assez intéressant, notamment, c'est qu'on a à la fois bon, l'État d'une part et le secteur privé, mais il y a un autre acteur qui est central dans l'extraction des ressources minières, c'est les coopératives minières qui défendent des intérêts qui se détachent à la fois de l'idée d'un État centralisé qui assurait la gestion de la totalité du processus d'extraction, et à la fois du secteur privé, puisqu'ils entrent en rupture, ces coopératives entrent en rupture avec l'idée d'extraire des ressources à grande échelle qui seraient uniquement, développer uniquement des mines à ciel ouvert à grande échelle. Parce que là, l'idée, c'est de développer une forme d'activité plus artisanale. En fait, mais après, ça s'inscrit dans un contexte assez particulier parce que ce sont des coopératives en fait qui sont constituées au moment
de la vague de réformes néolibérales qui ont été adoptées au cours des années 80, en fait, du Consensus de Washington. Parce qu'en fait, dans ce cadre-là, on coupe tous les investissements aux entreprises minières publiques et les entreprises privées s'installent sur les les territoires dans lesquels sont susceptibles d'extraire le maximum de ressources, mais finalement le reste des territoires miniers qui sont un peu plus marginaux ou moins rentables finalement sont totalement délaissés. Et dans ce contexte-là, on a pas mal de personnes finalement qui travaillent dans les entreprises publiques, qui sont licenciées, enfin des licenciements quand même assez importants. Et du coup, toutes ces personnes-là vont avoir le réflexe dans certains territoires de se constituer en coopérative pour exploiter ces petites mines qui sont délaissées dans ce contexte-là. Et donc au départ, c'est plus en réaction à la vague néolibérale finalement qu'on passe ces coopératives-là. Et sous la présence d'Evo Morales, ça va être pas mal encouragé au nom de la rupture avec la dépendance à une structure primo-exportatrice qui ne reposerait que sur l'extraction à grande échelle de ressources destinées à l'exportation. Et donc, dans le cadre de cette volonté de promotion d'un changement de modèle économique, on va promouvoir le développement des coopératives, et donc c'est vrai que leur nombre explose au cours de la présence de Morales, mais en même temps, on a quand même des tensions entre l'État et ces coopératives-là, puisque... c'est dans l'État presque. Comment ouais. On arrive à un État dans l'État presque. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ce qui est assez intéressant de remarquer aussi de ce point de vue-là, c'est que il y a une loi minière en fait qui est adoptée en 2014 pour justement officialiser cette réorientation de la politique minière et pour réaffirmer le fait que finalement la totalité des contrats qui vont être octroyés doivent être octroyés par l'État, par l'entreprise minière publique, la Comibol. Mais en parallèle, on a aussi une loi minière, une loi qui est adoptée spécifiquement pour gérer le secteur des coopératives. Et cette loi stipule que les coopératives, finalement, sont porteuses d'un intérêt social et environnemental puisqu'elles développent une forme d'extraction minière à plus petite échelle et a priori plus artisanale. Et donc, au nom de ce statut-là, ne sont pas soumises à la totalité des impôts auxquels sont soumises les entreprises publiques ou privées. Et donc, on a toute une partie de l'extraction minière finalement en Bolivie qui bénéficie très peu à l'État puisque les coopératives sont quand même prédominantes dans certains secteurs. Enfin, dans le secteur de l'or, c'est plus de 90% d'activité qui est développée par des coopératives. En gros, chaque entreprise minière doit payer un pourcentage en fait sur son niveau de production, qui varie selon la ressource qui est exploitée. Par exemple, en moyenne, c'est 5% de la production qui revient à l'État. Pour l'or, c'est un peu moins, c'est 5%, et pour l'argent, c'est plus, par exemple, c'est 6%. Bref. Et en tout cas, toutes les entreprises minières, qu'elles soient publiques, privées ou les coopératives, sont soumises à ce taux d'imposition. Mais en plus de ça, les entreprises privées et publiques sont soumises à l'impôt sur les bénéfices des entreprises et à un impôt exceptionnel sur les bénéfices des entreprises qui a été adopté en complément parce que cette loi est adoptée dans le cadre du boom des commodities, qui se caractérise par une explosion du prix des ressources minières à l'échelle internationale. Et donc l'idée de cet impôt exceptionnel, c'est de rediriger aussi la majorité des excédents qui sont générés par cette hausse des prix vers l'État. Ce qui correspond à ce qu'on a appelé en France lors du débat les super profits. Voilà, en gros c'est ça. En gros, voilà, l'idée c'est... taxer les super profits. Voilà, pas seulement de remonter la majorité des revenus ordinaires vers l'État, mais aussi de remonter une partie significative des excédents. Mais ces impôts-là, cet impôt exceptionnel, enfin cet impôt sur les bénéfices et cet impôt exceptionnel sur les bénéfices ne sont payés que par les entreprises privées et publiques, mais pas par les coopératives. Oui, après ça c'est vraiment un modèle spécifique à la Bolivie. Pour le coup, les coopératives, on en trouve quasiment que... Enfin, il y en a un peu dans les autres pays, mais elles ont un poids très marginal. C'est vraiment en Bolivie où pour le coup... voilà. Pour en tout cas comprendre l'activité minière, on est obligé de travailler sur les coopératives puisqu'elles ont un poids central. Mais c'est vrai que c'est assez... en tout cas, le gouvernement d'Evo Morales a eu toujours une position assez ambiguë vis-à-vis de ces coopératives-là, puisque ça entre en contradiction avec la conception de l'État qui était portée par Evo Morales, notamment, qui consistait à dire que finalement l'État, en tout cas le gouvernement, est le seul garant de l'intérêt général, et donc il faut défendre la construction d'un État fort et centralisé pour rompre avec l'organisation néolibérale de l'économie. Et en même temps, il a promu en parallèle ces coopératives-là au nom de la rupture
avec la structure primo-exportatrice, puisque bon, voilà, ça devait passer par le développement d'une autre forme d'activité minière. Mais aussi, mais ça s'explique aussi plus prosaïquement par le fait que en fait, toute majorité en place dépend finalement de ces coopératives-là. Elles ont un poids politique très fort. Et donc, concrètement, si on se met à dos les coopératives, voilà, dès le début de la présidence de Morales, quelques mois après, il y a eu justement des coopérativistes qui ont attaqué l'entreprise minière Douanouni, enfin en tout cas la mine Douanouni, qui est une des seules grandes mines publiques encore en activité en Bolivie et qui extrait de l'étain. Et donc on a eu un conflit voilà, qui explosait entre cette entreprise publique et les coopératives parce que chacune voulait s'assurer le contrôle des ressources en étain présentes sur ce territoire là, donc ça montre quand même. Et du coup, suite à ce conflit-là, il y a eu un changement au sein du ministère des Mines, parce que le ministre des Mines qui avait été nommé au début de la présidence de Morales était justement un ancien représentant du principal syndicat des coopératives minières. Et donc il a été remplacé par un représentant du syndicat des travailleurs des mines publiques, en fait, parce qu'il y a plusieurs syndicats. La majorité des revenus issus de l'extraction minière à l'heure actuelle reviennent quand même à des entreprises privées finalement, puisque l'idée, dans le cadre du modèle chilien, c'était quand même jusqu'à maintenant en tout cas de favoriser au maximum l'insertion de l'investissement privé dans la gestion des principales ressources minières stratégiques, parce que c'est suivant les conceptions néolibérales l'idée que finalement le développement de l'initiative privée est nécessaire en vue d'assurer une gestion adéquate des ressources stratégiques. Et là, on a une tentative de réorientation justement de ce modèle-là via une étatisation des ressources minières. Après, ce type de projet doit être doit être approuvé par l'Assemblée qui reste dominée par l'opposition au gouvernement de Boric. Donc il y a très peu de chances que voilà, enfin, la première force à l'Assemblée, c'est représenté par des députés qui sont issus du parti dont était issu l'ancien président chilien Piñera, en fait. Enfin, bon, en gros, c'est la droite traditionnelle chilienne. Et, et en plus de ça, il y a quand même des principes économiques néolibéraux qui ont été intégrés dans le cadre de la Constitution elle-même.